Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, je suis sûr que vous allez mieux aujourd'hui que la semaine dernière. Et oui, on a très vite tendance à oublier ce qui s'est passé, surtout quand on voit tout ce vert, quand on voit du AVAX qui fait 11%, du Tao qui fait 12%. Vous allez voir qu'il y a des nouvelles qui expliquent une partie de ça. Et surtout, il y a peut-être des nouvelles qui sont pas forcément boules, mais encore une fois, il faut prendre beaucoup de recul. Vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va attaquer les nouvelles, des nouvelles qui sont positives pour l'écosystème AVAX, étant donné qu'on a une nouvelle de Grayscale Capital qui lance un fonds d'investissement pour AVAX. Et oui, c'est quelque chose qui est très important, dans lequel on continue, toujours Grayscale continue à proposer des produits financiers autour des crypto-monnaies, à savoir qu'ils ont réussi à passer leur trust Ethereum et Bitcoin en ETF, ce qui est plutôt positif sur le long terme. Et là, ils font un pari un peu identique sur Avalanche, sur d'autres cryptos, dans lesquels ils commencent à mettre en place des outils financiers pour pouvoir potentiellement un jour poser la base idéale pour des ETF. Par contre, est-ce que ça va être la création des ETF tout de suite? Non. Encore une fois, on a bien vu que la SEC s'est positionnée sur celui de Solana en disant qu'il y avait trop d'incertitudes autour de Solana par rapport à sa position potentielle de securities. Néanmoins, forcément, on a tous les médias qui reprennent au niveau d'Avalanche, et en l'occurrence, on parle de vraiment bullish, et quelque chose qui pourrait éclater à la hausse, etc., etc. Mais quelle est la réalité? Quand on regarde vraiment Avalanche, oui, on voit une très très belle bougie ici, mais qui représente uniquement 25% par rapport à la chute drastique que l'on a déjà connue. Quand on regarde la cassure que l'on a eu jusqu'au point bas, on a eu moins 48%, donc forcément remonter de 25%, ça fait quand même assez peu par rapport à la chute drastique que l'on a eue. Donc on fait vraiment attention, encore une fois, oui, il y a un engouement autour d'Avalanche, mais c'est surtout par rapport à un effet d'annonce, et pas forcément à quelque chose qui va tenir long terme. Même si j'ai un positionnement sur le projet qui est plutôt positif, je vous invite à regarder sur la chaîne les vidéos que j'ai tournées autour de ça. Autre nouvelle, nous avons le groupe Sony, et oui, pas des moindres, hein, Sony, qui va lancer une blockchain Layer 2 sur Ethereum. Le but de ces Layer 2, c'est vraiment d'offrir quelque chose qui va être user-friendly et surtout scalable. Et c'est très intéressant de voir comment justement le conglomérat autour du groupe Sony veut justement se lancer dans la blockchain. On en avait déjà parlé il y a à peu près 18 mois, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait une véritable volonté pure et dure de la société et du groupement de pouvoir investir directement dans la technologie de la blockchain, et ça c'était quelque chose qui était vraiment, encore une fois, positif pour la crypto. C'est quelque chose que l'on voit, c'est-à-dire que c'est de l'adoption massive. Quand on commence à avoir des groupes comme ça, commence à se positionner sur des lancements de blockchain, ce n'est pas avoir une blockchain privée comme JP Morgan, non, c'est vraiment lancer une blockchain publique avec une volonté d'offrir la scalabilité, une expérience simple et efficace. Et en parlant de simple et efficace, il y a un mouvement qui s'est passé, il y a 12 000 BTC qui ont été retirés du backing de l'USDD. Alors pour faire simple, l'USDD c'est un stablecoin qui avait été créé à l'époque de 2022 pour concurrencer Terra Luna. Ça vous parle pas Terra Luna non plus, mais en 2022, c'est ce qui a causé un énorme crash au niveau des cryptos et qui a entraîné la faillite de beaucoup d'acteurs et qui a entraîné globalement vraiment le retour très bas dans les 15 000 $ de BTC avec la chute de FTX. Terra Luna, ça a été une histoire qui a vraiment marqué la crypto-monnaie au niveau de la finance décentralisée qui cherchait une solution pour pouvoir créer un stablecoin qui n'était pas entièrement backé et qui pouvait s'auto-réguler. Et l'USDD est arrivé comme un concurrent par rapport à un système qui était plus ou moins cohérent, chose qui a été changée par rapport à ça. Justinson l'a totalement changé en se modelant par rapport au système de Maker, DAO Maker, qui propose le DAI, le stablecoin le DAI. Le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'il est surcollatéralisé. Ça veut dire que pour emprunter, par exemple, pour créer 100 $ d'USDD, il va falloir que j'ai peut-être 150, 200 $ de Bitcoin ou autres actifs. Et là, on voit une sortie de 12 000 Bitcoin. Pourquoi c'est important? Parce que là, on est quand même dans un protocole qui a pour vocation d'être de la finance décentralisée, et dans la notion de finance décentralisée, on est censé être dans la décentralisation. Et là, le mouvement de 12 000 Bitcoin n'a pas été voté par le DAO, et il n'y a rien qui explique ce mouvement-là. Ça ne veut pas dire qu'il a été hacké, ça ne veut pas dire que quoi que ce soit, ça veut simplement dire que actuellement la notion de décentralisation elle est toujours très relative, parce que s'il n'y a pas tous les éléments qui permettent de pouvoir l'assurer,
Bah, à ce moment-là, les personnes font ce qu'elles veulent, et là on voit bien qu'on retire tranquillement 12 000 bitcoins de la collatéralisation de l'USDT. Est-ce que ça va faire chuter justement le stablecoin? Non, parce qu'il est toujours surcollatérisé, mais en l'occurrence, ça montre bien les limites que l'on peut retrouver dans des systèmes qui sont notés décentralisés, labellisés décentralisés, et qui ne le sont pas du tout, et c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, dans la nouvelle d'aujourd'hui, on a aussi Coinbase qui va permettre de pouvoir faire une conversion 1 pour 1 entre les euros et l'EURC, donc le token EURC, qui est le stablecoin euro et qui est centralisé quant à lui, parce que lui, au moins, l'avantage, c'est qu'il est MiCA compliant, ça veut dire qu'il peut rentrer dans la réglementation européenne et peut être utilisé dans la réglementation européenne. Le fait d'avoir cette conversion 1 pour 1 montre bien que Coinbase continue à s'installer comme étant un acteur essentiel mondial, parce que là on n'est plus qu'aux USA, on est aussi en Europe, dans les éléments de réglementation et dans les institutions, et c'est quelque chose qui va être positif sur le long terme, et on pourrait se dire que ça pourrait devenir un des acteurs incontournables dans la relation avec les institutionnels réglementaires. Alors, on va revenir un petit peu sur le calendrier qui est plutôt classique, hein. Pour rappel, encore une fois, nous avons le discours de Jérôme Powell, on attend 16 heures, hein. 16 heures, je pense qu'il y aura un petit peu de volatilité. En plus, nous serons dans la clôture weekly, donc quelque chose dans lequel on a toujours un petit peu de volatilité. On a eu de la volatilité d'ailleurs hier, avec une journée qui était un petit peu agressive au niveau du S&P 500, mais c'est en même temps normal après l'hyperaccélération que l'on a eu d'aller retester ici cette résistance qui devient support maintenant, 5500 points dans le viseur dans un premier temps. Nasdaq, quelque chose qui est à peu près identique, quand même moins agressif. On n'a pas une target aussi simple, pour moi ça va être plus dans les alentours de 18 850, 18 800 à viser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en même temps on voit le VIX qui est en train de remonter. Le VIX, pour rappel, c'est l'indice de volatilité du S&P 500, concrètement c'est le prix des options du S&P 500. Pour être encore plus clair, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation des personnes qui achètent des options pour pouvoir éviter de perdre de l'argent si jamais le S&P 500, par exemple, s'effondre. Et donc, plus le prix monte, plus il y a de personnes qui pensent que potentiellement ça peut s'effondrer, donc sont en train de se couvrir partiellement. Plus on a une augmentation, plus il y a un risque. Regardez-moi cette belle mèche-là, vous vous en souvenez, je pense, c'est la mèche du S&P 500 qui a chuté. Voilà, toute cette chute ici que l'on retrouve là au niveau du VIX. Et donc, forcément, quand on commence à avoir une réaction haussière, ça sous-entend que le marché est en train de se dire que potentiellement, on va chuter sur la macroéconomie, que ce soit court terme, mais en l'occurrence, il y a cette vision-là qui est en train de se positionner, surtout sur un vendredi, et globalement une clôture weekly. L'autre chose qui peut être probable, c'est que toute cette accélération haussière-là était un pricing qui était en train d'être effectué par rapport au discours de Jérôme Powell, et qu'on va avoir un effet sell the news. Dans tous les cas, on va vite le voir. Rappel, aujourd'hui, 16h. Pour le BTC, j'ai envie de vous dire, on va rester avec ce même, parce que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est bloqué entre 59 000 et 62 000, et c'est quelque chose qui est vraiment très important à voir. Hop, pour ça, on va regarder, on voit très très bien qu'on est vraiment focus, on ne bouge pas, ça fait 2 semaines où globalement la bougie n'a absolument pas bougé sur un actif qui est considéré comme étant un des actifs les plus volatiles du marché, et même pour un petit peu plus loin, si on regarde en monthly, on voit que depuis qu'on a atteint en mars la TH, on a retracé donc suite au halving, mais on voit qu'on maintient vraiment les 60 000. C'est-à-dire que quand on regarde la clôture systématiquement des bougies, à part celle-ci où on est allé un petit peu en dessous des 60 000, on maintient systématiquement les 60 000, et donc là, on a vraiment une stabilisation du cours. On voit que c'est très rare d'avoir un maintien de ce style-là, même si on a beaucoup de volatilité dans le mois, comme on peut le voir sur les différentes mèches, hein, on va en haut et en bas, la clôture mensuelle, elle est vraiment totalement flat. Et même pour aller encore plus loin, et ça c'est vraiment très intéressant, ça va être d'aller regarder ici, avec une clôture en 6 mois, on voit qu'on est totalement écrasé. Et oui, on est totalement écrasé, le corps de la bougie est écrasé, ça veut dire principalement qu'il n'y a pas de volatilité, donc on est bien dans une forme de respiration, et ça, c'est vraiment rare d'avoir ces choses-là, et ce sont des éléments qu'on retrouve potentiellement en bear market. Si on regarde en juillet 2022, c'est un petit peu ce que l'on a eu, un écrasement total de la volatilité, pour poser le bottom du bear market, donc ça veut dire qu'on est bien dans une phase de consolidation, et c'est là où il faut justement se poser les bonnes questions. La construction de son portefeuille, sa stratégie de renforcement, sa stratégie de sortie, parce que oui, on peut aller chercher plus bas, oui, on peut aller retester les zones actuelles, comme on peut tout simplement rééclater. Encore une fois, le marché assez peu volatile et porté majoritairement
par un effet de nouvelles, que ce soit interne à la crypto ou finance traditionnelle, par le bas, majoritairement quand même. C'est très, très triste de ce côté-là, mais c'est une réalité. Il est impératif de profiter de ces zones d'accalmie pour pouvoir se positionner. D'ailleurs, si vous ne savez pas faire et que vous cherchez une méthode ou des informations par rapport à une méthode d'investissement, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la mienne qui est disponible, dans laquelle je vous explique les 15 étapes primordiales pour pouvoir justement réussir dans ces périodes d'incertitude. Si on doit se concentrer court terme, on voit aussi que c'est en train de zoner. C'est-à-dire que là, on a bien vu qu'il y avait un écrasement de volatilité long terme, bah c'est un petit peu ça. Depuis la mise en place du 9 août, on voit qu'on est relativement flat de ce côté-là, bien qu'on ait une petite accélération haussière, que l'on voit une consolidation, et même on pourrait voir très très bien une très belle compression. Compression, on a l'habitude de gérer ça. Les compressions, c'est un petit peu ce que l'on voit continuellement sur BTC en ce moment. C'est-à-dire que dès qu'on arrive dans une zone de palier, on fait une compression pour pouvoir rééclater soit à la hausse, soit à la baisse. Et là, très court terme, on pourrait voir une divergence au niveau du RSI. Quand on regarde le cours ici des deux mèches, on voit le RSI qui est en baisse, on a une petite divergence qui est baissière, mais encore une fois, ça reste très faible et nous sommes en 4 heures. L'important à retenir, c'est que ici, on est en train de comprimer. Au niveau du RSI et du momentum, on voit qu'on se stabilise et qu'on comprime aussi. Et ça veut dire qu'on est en train de préparer tout simplement un mouvement très volatile. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on continue à acheter, même si c'est dans des montants très faibles, au niveau des ETF, les institutionnels achètent toujours du Bitcoin, avec hier 1100 Bitcoins qui ont été achetés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à côté, on a des communications comme celle-ci, dans lesquelles on parle des balances OTC des mineurs, et que ce serait un signal bearish. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est la représentation du pôle OTC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on calcule quels sont le nombre de Bitcoins qui sont mis à disposition par les mineurs au bureau OTC. La représentation étant la suivante, c'est que le mineur, lui, ne va pas aller sur Binance, Bitget ou Bluefin pour vendre ses bitcoins, sinon il impacterait grandement le marché. Il va se mettre en position et il va contacter une société qui est spécialisée dans la négociation, qui elle va faire des deals sur des achats qui sont très conséquents, plus de 10 000 BTC en moyenne, pour pouvoir acheter des sommes de bitcoin avec un prix qui est constant sans forcément impacter le marché. Ces deals OTC sont vraiment très importants pour pouvoir maintenir le marché, et là actuellement on a des communications en nous disant que bon bah c'est en train de monter, donc c'est très important, et ce sont des éléments, à chaque fois qu'on monte, on a une chute du prix. Alors ce qui est en même temps normal, c'est-à-dire que même si on passe par de l'OTC, ça sous-entend qu'on dilue BTC, à un moment donné on met sur le marché, même secondaire, on met du Bitcoin sur le marché, et donc forcément ça a un impact au niveau du prix sur le long terme. Sauf que quand on regarde un petit peu la totalité du marché, on se dit que oui, on est en train de zoner, mais ce n'est pas un élément suffisant pour se dire qu'on est en train de casser. Si on regarde un petit peu l'évolution qu'on a pu avoir en amont, on a déjà eu des pics ici au niveau des OTC, alors qu'on était dans une phase d'accélération. Et c'est quelque chose qui est plutôt fréquent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vendu, hein. On a parlé sur le fait que depuis halving, assez peu de personnes ont vendu leur crypto, donc à un moment donné, il est normal d'avoir une vente pour pouvoir maintenir le business du mining à flot. Et encore une fois, c'est tout à fait normal, et ça sous-entend que là, on est en train de latéraliser, alors qu'on a une vente sur les mineurs de BTC qui sont certes en OTC, mais on a quand même une vente. Donc ça veut dire que ici, on a bien une pression baissière. Malgré ça, on arrive à maintenir les prix, et c'est certainement pas ici les inflows que l'on retrouve au niveau des ETF qui maintiennent le prix. Donc ça veut dire qu'on a bien une zone de stabilisation dans les 60 000 qui sont à retenir sur le long terme, malgré ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui peut expliquer un petit peu le sentiment de faiblesse qu'on peut avoir au niveau du Bitcoin. Mais pour moi, c'est très loin d'être suffisant pour déclarer un signal bearish. Vous, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite.